Bonjour, ce dimanche c'était tournoi, et à nouveau après le tournoi de Noël des gros papas, à Saintes, et à nouveau grâce aux excellents dérangés. 20 joueurs se sont retrouvés pour faire piou-piou avec des figous au travers de 4 affrontements chacun, de le matin de l'après-midi, selon un système de ronde suisse. Mais cette fois c'était au format hyperespace, et il fallait aussi prendre en compte la mise en jour des points d'escadron et des emplacements d'amélioration effectués en janvier car l'ancien bêta s'est pris une petite baffe, ou moins petite, ce qui a aussitôt eu ses conséquences sur les listes jouées, mais aussi, et là je suppose que le format hyperespace a également pesé dans la balance, les factions jouées. Et pour le coup, il y avait une très nette domination des listes rebelles, 10 sur 20. La deuxième faction loin derrière était le Premier Ordre avec 4 listes, dont la mienne. Venait ensuite l'Empire Galactique, 3 listes, puis les Racailles et Scélérats, 2 listes, et enfin la Résistance, une seule liste. Et pour le coup, grâce au camarade El Moutan qui les a toutes prises en photo, merci à lui, je peux vous présenter toutes les listes qui ont été jouées à ce tournoi. Ce sont celles qui défilent depuis approximativement le début de cette vidéo. Alors toutes, pas tout à fait. Celles qui défilent en ce moment, il y en a 15, parce que les 5 autres, ce seront la mienne et celle de mes 4 adversaires, donc je les présenterai en temps utile. Voyons donc comment les choses se sont passées de mon côté. Mes excuses en passant pour la qualité au mieux médiocre des rares photographies que j'ai pu prendre. La lumière était bizarre et par ailleurs je ne pouvais pas me permettre de prendre des photos, léchées ou pas, ça n'est pas la question, alors que l'horloge tournait, ce qui n'aurait pas été très courtois, hein. Mais j'ai essayé de prendre à chaque fois une photo du déploiement et une du dernier tour. Qu'allais-je donc jouer pour ma part? Lors de mon dernier rapport de bataille, j'avais testé deux approches du format hyperespace pour l'Empire Galactique, et c'était deux listes amusantes à jouer qui avaient plutôt bien fonctionné, mais je ne les sentais pas vraiment dans un contexte de tournoi, surtout la nuée à vrai dire. J'aime beaucoup jouer ce genre de liste, mais là ça aurait probablement été suicidaire. En même temps, j'avais joué, disons, une semi-nuée lors du précédent tournoi à Saint-Denis, mais ça m'incitait d'autant plus à chercher ailleurs au fond. J'avais d'autres idées en tête impliquant le grand absent de ces listes, à savoir Dark Vador himself, mais je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Et ça m'embêtait quand même un peu de débarquer avec une expérience dans un tournoi. C'est parfait pour le casual, ça, mais... Enfin, je sais pas. Parce que du coup, j'ai voulu jouer la sécurité bien timidement, et honnêtement, ça ne m'emballait pas plus que ça. Je n'étais pas très satisfait de ce que j'emmenais dans ma valisette. Et du coup, oui, forcément, je me suis replié sur le Premier Ordre, une faction qui tolère beaucoup mieux le format hyperespace que l'Empire Galactique, car on peut en gros jouer tout ce qui se trouve dans le kit de conversion, à l'exception d'une seule carte, la technologie Code BioHexaCrypt. Faut dire, j'ai beaucoup joué cette faction depuis son arrivée dans la vague 2, et ai pu tester pas mal de configurations que j'ai illustrées dans 3 articles différents avec leurs vidéos. Je savais donc que ça fonctionnait bien et que je me débrouillais avec. Reste que c'était la sécurité, et autant dire de suite une liste pas bien inventive. J'avais déjà joué quelque chose d'assez proche, voyez mon article Blackout Metal. Un peu fade même, sans grosse synergie ou truc rigolo du même premier ordre. Juste un truc qui fonctionne, entre guillemets. Je me disais que c'était ainsi qu'il fallait envisager les choses en mode tournoi. Peut-être parce que je suis un débutant complet en la matière. Je l'ai un peu regretté par la suite, notamment bien sûr quand cette liste solide s'est montrée moins efficace que je ne l'espérais. Ahem. Ah donc 3 vaisseaux, 2 as en guise de valeur sûre, un gros machin en su pour faire le sac à PV qui cogne lourd, peu d'amélioration, la liste met globalement l'accent sur les pilotes ou les châssis de préférence, on fait simple et sobre. Premier vaisseau, un TIE VN Silencer, piloté par nul autre que Kylo Ren, 76 points d'escadron, initiative 5. Au passage, j'ai l'impression que ce vaisseau a été pas mal représenté dans la liste jouée à ce tournoi, mais avec des pilotes très divers. Je prise particulièrement Kylo, même s'il est le plus cher de tous et de très loin, 12 points de plus que Blackout, en raison de ses 2 marqueurs de force. Là où sa capacité spéciale, je vous montrerai le côté obscur, mais franchement pas terrible et je n'en ai pas fait usage lors de ce tournoi. Je ne le fais qu'exceptionnellement de manière générale et c'est pourquoi je vais faire ici l'impasse sur son fonctionnement. Les atouts du Silencer sont ailleurs, et tout d'abord c'est un excellent chasseur, relativement solide au regard de son mode de fonctionnement, car sa très grande manœuvrabilité, son économie d'action et sa capacité générique autopropulseur, qui lui permet, après qu'il a effectué une action quelle qu'elle soit, d'enchaîner sur un tonneau ou une accélération rouge, tout cela donc lui confère en vérité les atouts d'un très bon intercepteur idéal pour flanquer.
et en même temps il est incomparablement plus costaud qu'un intercepteur Taiyan impérial. Cela dit, si l'on se montre un peu trop nonchalant dans son pilotage, oui, il peut malgré tout partir assez vite. Mais c'est aussi là que les marqueurs de force de Kylo entrent en compte. Ils sont notamment très utiles en défense, et c'est une raison supplémentaire de ne pas les gaspiller pour montrer le côté obscur. J'ai donc voulu capitaliser sur cet atout, et il en a découlé l'unique amélioration que j'ai conférée à Kylo dans cette liste. Le pouvoir de la force, et plus précisément du côté obscur, N, 3 points d'escadron. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts, Kylo regagne autant de marqueurs de force, ce qui est particulièrement utile et peut s'avérer vital, tout particulièrement dans les situations où Kylo se retrouve aux prises avec plusieurs attaquants. On peut dès lors se montrer beaucoup plus libéral dans l'utilisation des marqueurs de force. Ainsi conçu, Kylo représente en tout 79 points d'escadron, ce qui en fait d'assez loin le vaisseau le plus coûteux de cette liste. La force, ça se paye. À la deuxième place, nous avons un chasseur TIE SF piloté par Quickdraw, 45 points d'escadron, initiative 6. Commençons par quelques généralités. Le TIE des forces spéciales dispose de la capacité générique tourelle d'armes lourdes. En sus de son arc de tir avant, il a un arc de tir mobile, mais qui ne peut être orienté que vers l'avant ou vers l'arrière. Cette tourelle a également pour effet de changer le prérequis de certains missiles, mais n'ayant pas embarqué de ces améliorations dans cette liste, je n'ai pas à revenir dessus. L'essentiel réside dans l'association de cette faculté avec la carte d'artilleur réservée, artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, laquelle a deux effets. D'une part, si la tourelle est dans l'arc avant quand on effectue une attaque d'arme principale, alors on jette un dé d'attaque supplémentaire, soit 3 le plus souvent, le châssis de base étant à 2. D'autre part, si la tourelle est orientée dans l'arc arrière, alors après avoir effectué une attaque d'arme principale dans l'arc avant, on peut faire une attaque bonus dans l'arc arrière, toutes deux avec un 2 rouge de base. Le TIE SF est un vaisseau très versatile, d'autant que sa barre d'action permet de lier n'importe laquelle de ses actions normales avec une action de rotation de la tourelle blanche, ce qui est très cool, même si en cours de jeu cela peut impliquer son lot de paris. Mais Quickdraw, donc, sa fameuse capacité spéciale, consiste en une sorte de riposte. Après avoir perdu un bouclier, elle peut dépenser une charge, elle n'en a qu'une mais récurrente, pour effectuer une attaque principale bonus. Notez qu'on ne peut plus en V2 faire plusieurs attaques bonus par tour. Ce vocabulaire est à prendre en compte éventuellement au regard de la capacité offerte par l'artilleur des forces spéciales par exemple. Quoi qu'il en soit, pour faire durer la chose, il paraît donc utile d'attribuer à Quickdraw des boucliers améliorés, 6 points d'escadron en raison de sa défense de 2, qui lui rajoute un bouclier. Elle en a ainsi 4 au lieu de 3, ce qui affecte aussi le seuil d'acquisition de la moitié des points d'escadron. Maintenant, même de la sorte, il y a fort à parier que Quickdraw se retrouvera à terme sans bouclier, ce qui l'empêchera de recourir à sa faculté de riposte. Pour qu'elle demeure menaçante même dans ces circonstances, je lui ai attribué le talent adjectif du premier ordre, à savoir fanatique, 2 points d'escadron. Dès lors, tant qu'elle effectue une attaque d'arme principale, si elle n'est pas protégée, idest si elle n'a plus de bouclier donc, alors elle peut changer un résultat concentration en un résultat dégâts. Pour 2 points d'escadron seulement, c'est vraiment très chouette. Et j'ai complété assez classiquement avec le senseur système de commande de tir, 3 points d'escadron. En cas d'attaque contre un défenseur qu'elle a verrouillé, notre championne peut relancer un dé d'attaque, mais dans ce cas, elle ne peut pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. Quickdraw ainsi conçu représente en tout 65 points d'escadron. Enfin, je voulais associer à ces deux petits socles un gros socle à même d'encaisser les coups, ce qui ne laisse pas 36 000 options avec le premier ordre. Ce serait forcément une navette de commandement de classe Upsilon, qui a en outre l'avantage de taper bien salement avec ses 4 dés rouges de base. Le pilote générique, à savoir le pilote de la base Starkiller, 56 points d'escadron, initiative 2, me paraissait amplement suffisant pour le rôle que je lui attribuais. Inutile de revenir sur la capacité générique batterie jumelée car je ne me suis pas équipé d'un canon. À vrai dire, je ne me suis pas équipé de la moindre amélioration, je n'en avais pas besoin dans l'optique de cette liste. Le pilote de la base Starkiller demeure donc à poil et vaut 56 points d'escadron. Le gros socle coûte bien moins cher que les deux petits machins qui volent à ses côtés, oui. Vous trouverez si jamais sur le blog le résumé de la liste complète, mais notez d'ores et déjà qu'elle fait en tout 200 points d'escadron. Allez, c'est parti. Le premier affrontement de la journée m'a opposé au lieutenant Dryden, qui jouait une liste rebelle à 3 vaisseaux, 2 X-Wing T-65 qui étaient Luke Skywalker et Wedge Antilles à poil, enfin ils avaient tous deux le cerveau moteur S-Force gratuit, et un cargo léger YT-1300 modifié piloté par Lando Calrissian, dont la chouette capacité permettant, après avoir entièrement effectué une manœuvre bleue, de donner une action à un vaisseau allié à portée 0 à 3, était rendue plus efficace par l'équipage Nien Nunb, lequel réduit la difficulté des virages sur l'aile. Et autant le dire de suite, je rejouerai plus tard contre la même liste exactement,
puis encore contre une troisième liste associant Luke et Wedge, mes némésis de la journée. Mais ça, je n'en savais encore rien. Ce que je savais d'emblée, c'est que cette liste était très menaçante. Wedge est un attaquant redoutable dont la capacité spéciale pourrait se montrer très préjudiciable, notamment pour Kylo, je suppose. Luke est très fort en défense, et Lando un pilote à la chouette capacité dont bénéficie Wedge le plus souvent, sur un châssis particulièrement solide, un poil plus que mon Upsilon même, et beaucoup plus maniable. Le lieutenant Dryden m'a conféré le statut de premier joueur, ce que feraient également mes 3 autres adversaires de la journée. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote de la base Starkiller, Kylo Ren, Lando Calrissian, Luke Skywalker, Quick Draw, Wedge Antilles. Et ils s'engageaient dans cet ordre: Quick Draw, Wedge Antilles, Kylo Ren, Lando Calrissian, Luke Skywalker, pilote de la base Starkiller. La partie s'est mal engagée pour moi. J'ai fait quelques jets pourris en attaque comme en défense, mais surtout, Quick Draw a très vite perdu tous ses boucliers et donc du coup aussi sa capacité de riposte, après quoi elle s'est de toute façon fait dégager assez vite. Kylo de son côté ne s'est pas montré très efficace, il a notamment eu peu d'occasions de faire usage de la force, parce que je tirais des résultats vierges, et N ne lui a donc pas servi à grand chose dans cette partie. En s'y mettant à peu près tous, mes vaisseaux sont cependant parvenus à endommager Wedge assez rapidement, ce qui a incité mon adversaire, je crois, à le piloter de manière moins agressive. À vrai dire, durant la deuxième moitié de la partie, Wedge a essentiellement passé son temps à fuir Kylo qui lui collait au basque à chaque tour, sans cependant parvenir à le sortir. De mes 3 vaisseaux, celui qui s'est montré le plus consistant est incontestablement la navette de commandement de classe Upsilon. Elle s'est montrée très efficace au centre du tapis où elle a bloqué Lando, tant qu'à faire en l'empêchant aussi bien d'activer sa capacité spéciale que de me tirer dessus, parce qu'il bumpait sur l'Upsilon et que sa tourelle double était mal orientée pour s'en prendre à Kylo, or il ne pouvait du coup pas prendre d'action pour la faire tourner. Et ceci pendant au moins 3 voire 4 tours d'affilée. Cela dit, mon adversaire comme moi nous concentrions sur les petits vaisseaux. Je ne crois pas que l'Upsilon a essuyé le moindre tir, tandis que Lando a à peine perdu quelques boucliers. Mais côté petit socle, le lieutenant Dryden s'est montré plus efficace que moi. Il avait déjà sorti Quick Draw donc, puis il a fini par atteindre le seuil lui permettant d'emporter la moitié des points de l'onéreux Kylo. De mon côté, en dépit de tous mes efforts, je ne suis pas parvenu à sortir un seul vaisseau ennemi, et n'ai emporté que la moitié des points pour Luke et pour Wedge. Et ce fut donc une défaite 57 à 105. Il y a une certaine marge. Cependant, je crois que ce score final est peut-être un peu trompeur, car il ne témoigne pas de ce que la partie était en fait beaucoup plus tendue qu'elle n'en a l'air ainsi. Wedge et Luke ont eu tous les deux assez chaud aux fesses, il ne devait plus leur rester à la fin qu'un ou 2 points de coque, sauf erreur. Ça ne s'est pas forcément joué à grand chose. Par ailleurs, je crois que mon pilotage s'est montré honorable sur cette partie, même si surtout avec l'Upsilon donc, est globalement constant, c'est pas tous les jours ça. Même si pas assez non plus, puisque défaite, Mais même si j'ai perdu, je me suis beaucoup amusé, vraiment, passé la frustration concernant Quick Draw. Ouais, une très chouette partie malgré tout, même si pas exactement de bon augure pour ce tournoi. Mon deuxième adversaire de la journée était le sieur Sephirox, qui jouait Rakai et Scélérat. De mes 4 parties, ce fut donc la seule à ne pas m'opposer à l'Alliance Rebelle. Ça aussi était la seule liste à 2 vaisseaux seulement que j'ai affronté. Nous avions donc un patrouilleur de classe Firespray, piloté par nul autre que Boba Fett, avec le titre Maraudeur, Han Solo en artilleur, le talent adjectif intrépide, un équipage copilote perspicace et des bombes à protons. Et en guise d'ailier, nous avions un chasseur Fang, piloté par le redoutable Fenrao, qui bénéficiait lui aussi du talent intrépide, mais rien de plus, ce qui laissait un gros bide. Sephirox a choisi de faire de moi le premier joueur, les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote de la base Starkiller, Kylo Ren, Boba Fett, Quick Draw, Fenrau. Et il s'engageait dans cet ordre: Quick Draw, Fenrau, Kylo Ren, Boba Fett, pilote de la base Starkiller. Je n'avais que rarement affronté le Fang, mais je voyais bien qu'il était particulièrement à craindre à portée courte. Je voulais donc rester à distance, mais ce n'était pas une option que mon adversaire comptait me laisser. Et sans surprise, au bout d'un temps assez bref, je n'ai plus pu me tenir à cette belle intention initiale, au point où j'ai même foncé dans le tas, notamment avec l'Upsilon. Un peu trop près du bord, j'ai eu très peur qu'elle ne sorte du tapis de jeu en manœuvrant. J'ai prié en me saisissant de mon gabarit de manœuvre virage serré 2, et c'est passé. Ouf. Mais là, j'avance un peu trop, si j'ose dire. Bien avant cette montée de sueur, j'ai eu l'occasion de constater combien Fan était absolument insupportable. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai envoyé aussi hardiment la navette au charbon. Il a des capacités défensives de dingue et en attaque il jette régulièrement 5 dés rouges.
Et là, Sephiroth a quand même eu du bol, parce qu'il m'a collé, sauf erreur, 3 attaques à 5 touches durant la partie. Et la première victime, comme dans la partie précédente, et à vrai dire la suivante, a été Quick Draw. Même tarif en fait, avec tous les boucliers qui partent d'un coup, n'autorisant qu'une seule riposte, puis les points de coque qui sautent assez vite ensuite. À force, je suis quand même parvenu à infliger 2 dégâts à Fen, ce qui était suffisant pour me conférer la moitié de ses points, mais je n'ai pas pu aller au-delà. Étrangement ou pas, Boba Fett m'a beaucoup moins inquiété, et ce, en dépit de ses nombreuses relances et de ses capacités de concentration. En tout cas, j'ai pu lui faire des dégâts au fur et à mesure, et j'ai été surpris, mais à mon bénéfice, par une manœuvre tardive de mon adversaire qui, alors que Kylo Ren venait de sortir à son tour, s'est avancé droit sur mon Upsilon. Or, le Mandalorien n'avait plus qu'un seul point de coque, et du coup je l'ai sorti, ce qui a fait du bien côté point de victoire. Mais à ce stade, il ne restait plus que ma navette de commandement de classe Upsilon et Fenro, et c'était plié. Avec son arc dodging et son cadran, outre ses capacités offensives et défensives, le flanc pouvait sans cesse passer dans mon dos et me taper dessus sans que je puisse y faire quoi que ce soit. Enfin, si, un renforcement arrière, mais dans un geste proprement suicidaire, je ne l'ai pas fait lors du dernier tour. Et sans surtout que je ne puisse quant à moi lui taper dessus. C'était foutu, et oui, mon dernier vaisseau n'a pas tardé à partir en fumée. Nouvelle défaite donc, 157 à 200. C'est le seul match de la journée durant lequel toute ma liste s'est fait sortir, ce qui n'est pas forcément une consolation, hein. Cependant, le fait d'avoir dégagé Boba et d'avoir obtenu la moitié des points de Fen a eu pour conséquence une marge pas si pire, je suppose. Pas beaucoup plus petite que dans la partie précédente, cela dit. Bon, je ne veux pas me voiler la face, hein, ça a été une défaite bien sévère avec toute ma liste réduite en cendres. Mon adversaire pilotait bien mieux que moi, c'est peu dire. Je parlais de sa chance au dé plus haut, mais ça ne fait pas tout. Il n'a pas gagné parce qu'il était chanceux, personne ne le fait vraiment. Il a gagné parce qu'il jouait beaucoup, beaucoup mieux que moi. Sa victoire était pleinement méritée. Une partie un peu frustrante de mon côté tout de même, et une deuxième défaite en 2 matchs. Arf. Après une pause pour bouffer, les hostilités ont repris dans l'après-midi. Mon troisième match m'a opposé à un Alex 23 avec une liste rebelle, qui était exactement la même que celle du lieutenant Dryden, et je vous renvoie donc à ce que j'en disais plus haut. Et comme le lieutenant Dryden, Alex 23 a choisi de faire de moi le premier joueur. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote de la base Starkiller, Kylo Ren, Lando Calrissian, Luke Skywalker, Quick Draw, Wedge Antilles. Et il s'engageait dans cet ordre: Quick Draw, Wedge Antilles, Kylo Ren, Lando Calrissian, Luke Skywalker, pilote de la base Starkiller. Cependant, si la liste était la même, cette partie s'est avérée bien différente de celle qui m'avait opposé au lieutenant Dryden, et très frustrante pour moi, parce que j'ai cette fois indubitablement très mal joué. Une constante, décidément, Quick Draw a dégagé hyper vite après une seule riposte. Étrangement ensuite, c'est l'Upsilon qui a quitté le tapis de jeu, malgré tous ses boucliers et tous ses points de coque. En fin de partie, il ne me restait donc que Kylo, suffisamment endommagé toutefois pour qu'un Alex 23 en récupère la moitié des points. De mon côté, eh bien, je n'ai sorti que Luke. Lando n'avait plus de bouclier en fin de partie, mais sa coque n'était pas assez endommagée pour m'attribuer la moitié de ses points. Je ne suis pas en mesure de livrer un rapport de bataille plus précis. J'étais tellement dépité par mes erreurs à répétition que ça a occulté les événements concrets de la partie. La chose dont je me souviens très bien, par contre, c'est que mon adversaire a horriblement bien joué Wedge, surtout, le plaçant toujours au mieux, là où il pouvait me faire mal sans que je puisse lui faire quoi que ce soit, une leçon d'arc dodging. Et oui, troisième défaite en 3 matchs, la plus sévère en fait de la journée, 62 à 161. Je m'en suis énormément voulu. Il ne restait plus qu'un affrontement et ça sentait un peu la cuillère de bois quand même. D3R7, donc, jouait lui aussi une liste de l'Alliance Rebelle, et lui aussi une liste avec Luke et Wedge, mais très différente des précédentes. Ah donc, nous avions 2 X-Wing T-65 qui partageaient quelques améliorations communes, outre le servomoteur S-Foils, des torpilles à protons et des astromech R4. Luke Skywalker disposait du pouvoir de la force visée instinctive, tandis que Wedge Antilles avait le talent manœuvre improbable. Le troisième vaisseau n'était pas cette fois un cargo léger YT-1300 modifié, mais un troisième petit socle, ce qui m'arrangeait en comparaison, à savoir un Y-Wing BTL A4 piloté par Dutch Vander, lequel peut, quand il verrouille un adversaire, permettre à un de ses copains de faire de même, ce qui peut être cool pour les torpilles à protons. Dutch était équipé d'une tourelle à canon ionique ainsi que de mines de proximité. Là encore, D3R7 a choisi de faire de moi le premier joueur. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote de la base Starkiller, Dutch Vander, Kylo Ren, Luke Skywalker, Quick Draw, Wedge Antilles.
Et ils s'engageaient dans cet ordre: Quick Draw, Wedge Antilles, Kylo Ren, Luke Skywalker, Dodge Vander, pilote de la base Starkiller. À ce stade, il était bien temps que je tire les leçons de mes 3 défaites de la journée, et j'ai donc joué différemment et plus posément, je suppose. Déjà, je me suis montré un peu plus prudent avec Quick Draw. Cette fois, elle a survécu, et il lui restait encore au moins un bouclier en fin de partie. Wouhou! Et de manière générale, j'ai été plus méthodique, disons, ne voulant pas reproduire le même résultat que lors de ma première partie de la journée. J'ai donc fait en sorte de m'en prendre au vaisseau de mon adversaire l'un après l'autre, en se concentrant autant que possible mes tirs sur la même cible. Et ça s'est avéré payant. J'ai d'abord sorti Dutch, après quoi c'est Luke qui est parti en fumée. La partie s'est achevée avant que je ne puisse faire dégager Wedge, mais je l'avais suffisamment endommagé pour gagner la moitié de ses points d'escadron. Il y a eu ce moment un peu bizarre où les figurines de Luke et de Kylo se sont retrouvées encastrées l'une dans l'autre, et oui, parfaitement, ça méritait assurément une photo. Hélas, j'ai quand même fait une énorme connerie lors de cette partie, en avançant un peu trop inconsidérément Kylo, qui était légèrement endommagé. Il lui restait 3 points de coque, je crois. Ça me paraissait une prise de risque raisonnable à ce stade, et je tablais sur ces 3 dévers et ces 2 marqueurs de force. Une bêtise, parce que j'avais oublié que non seulement Wedge, de par ses capacités spécifiques, m'ôterait un de ses précieux dévers, mais en outre sa manœuvre improbable pouvait m'en faire perdre un second, et quand on jette un seul dé, force ou pas, blam, 2 touches passes, dont un critique, qui était forcément un coup au but. Bye bye Kylo. Con de moi. Sinon, D3R7 m'a aussi sorti la moitié de l'Upsilon, mais ça c'était davantage dans l'ordre des choses. Et ça n'a rien changé au résultat final. Je dois dire que s'il faut malgré tout parler de chance ici ou là, mon adversaire en a manqué, tout spécialement avec ses torpilles à protons. Les 4 ont été tirées, mais elles ne m'ont pas fait forcément très mal. Elles n'ont clairement pas été rentabilisées, disons. Quoi qu'il en soit, sur le fil, j'avais enfin une victoire, 163 à 107. Ouf! Mais quand je vois ce score, je m'en veux encore plus pour Kylo. Quand de moi! L'honneur était sauf, cela dit, et c'était déjà ça. Il est bien temps de dresser le bilan de cette journée, pas exactement glorieuse en termes de performance. C'est-à-dire d'identifier mes erreurs pour ne pas les commettre à nouveau. Enfin, c'est l'idée, on est supposé apprendre de ses erreurs. Même si pour le coup, ces parties ont témoigné d'un mauvais réflexe de ma part, identifié depuis quelque temps, et qu'il me faudra vraiment travailler parce que, c'est trop con de poursuivre dans cette mauvaise voie, quoi. Mais commençons par quelque chose de plus spécifique à cette liste, Quick Draw. Je l'ai beaucoup trop exposé, et pour cause, je voulais l'exposer. C'est très tentant avec cette masochiste, elle a envie de se faire tirer dessus pour pouvoir placer ses ripostes. Une capacité spéciale redoutable et qui fait le sel de ce pilote. Seulement voilà, à trop l'exposer, on court le risque de la voir perdre ses boucliers très vite, même avec des boucliers améliorés, ce qui pour le coup l'empêche de passer plus d'une riposte et la met en très fâcheuse posture. Ces 3 points de coque restants dans ces circonstances ne font pas long feu. L'idéal serait de trouver un certain équilibre, mais sinon simplement se montrer un chouïa plus prudent peut payer. C'est ce que semble montrer la dernière partie. Mon second problème identifié est d'un ordre beaucoup plus général. Il m'a déjà nui dans bien des parties et il serait temps que je réagisse tout de même. Et c'est que je me montre beaucoup trop nonchalant en matière de stress. Je suis porté notamment à faire des manœuvres rouges, celles de retournement au premier chef, et je prends un peu trop à la légère les nuages de débris, si je me montre davantage posé pour ce qui est des actions rouges et notamment des actions liées. Je ne sais pas ni où ni comment j'ai acquis ce mauvais réflexe, mais c'est une erreur de ma part qui revient beaucoup trop souvent. Dans plein de circonstances, ici, le stress non seulement pesait sur les manœuvres que je pouvais envisager au tour suivant, mais ça globalement j'arrive à y faire un peu gaffe, mais surtout il m'empêchait bien trop souvent de faire des actions qui auraient pu se montrer déterminantes. Des trucs tout cons, comme la concentration ou l'évasion, les acquisitions de type ça va. Ou dans le cas de l'Upsilon, ici le renforcement, voire dans une moindre mesure la coordination. C'est problématique parce que ça ne me permet pas de rentabiliser mes jets de dés, de les rendre véritablement efficaces. Clairement, ce mauvais réflexe m'a probablement coûté des parties, dans cette journée de tournoi, mais aussi sans doute avant. Il faut que j'y fasse davantage attention, c'est impératif. Et accessoirement, cela devrait me faire reconsidérer mes choix en matière d'obstacles. Ici, j'avais tout naturellement choisi 3 nuages de débris pour constituer mes obstacles à chaque partie, et je l'ai probablement payé. Voici 2 problèmes que j'ai identifiés donc, mais chers adversaires, si vous avez d'autres remarques de cet ordre à formuler quant à mes erreurs lors de ce tournoi, surtout ne vous en privez pas, ça m'intéresse.
Sinon, un autre problème, c'est que Luke Wedge égale terroriste. Allez, quelques photos des autres parties par le citoyen El Moutan. Bon, cette journée n'a donc pas été très glorieuse me concernant. Avec une seule victoire, j'échappais en définitive à la cuillère de bois, d'autant que mes scores n'étaient pas non plus systématiquement calamiteux, mais je me retrouvais clairement en queue du classement. Eh bien oui, j'ai donc fini à la 16e place, sauf erreur, sur 20. Pas top top, hein, et beaucoup moins bien qu'au précédent tournoi des dérangés. Mais bah, c'est pas bien grave. D'autant que, et merci les dérangés, merci encore, merci pour tout, il y avait une jolie surprise à l'arrivée avec de chouettes lots pour absolument tous les participants. Chacun est reparti avec une figurine, une carte promotionnelle et un truc en plus, un verre ou un sac Star Wars, ce genre de choses. Pour ma part, que du classement ou pas, je suis ainsi reparti avec une figurine de chasseur taille FO, une carte promotionnelle de feinte et un sac. Vraiment très cool. Comme le fut forcément cette journée. Qu'importe si je n'ai pas exactement brillé, je me suis beaucoup amusé en compagnie de gens très chouettes, dans une très bonne ambiance. Alors merci aux dérangés, aux Wookie bordelais et à tous les autres, et au plaisir de tournoyer encore. Vengeance.